La cuisinière a été licenciée pour vol et le millionnaire lui a posé une question. Sa réponse l'a fait tomber à genoux. Dans la grande et imposante maison du bois, l'arôme des épices et des herbes fraîches flottait dans l'air chaque matin, apportant une touche de vie à cette maison froide et pleine d'opulence. Marie, la jeune cuisinière, se déplaçait dans la cuisine avec habileté et précision, les yeux concentrés alors qu'elle découpait les légumes avec maestria. Chaque plat qu'elle préparait portait l'essence de son âme, une dévotion qui venait non seulement du désir de bien faire son travail, mais aussi de l'amour inconditionnel qu'elle portait à sa petite fille, Camille. Camille, avec ses grands yeux curieux, jouait silencieusement dans un coin de la cuisine, son sourire illuminant l'environnement. Marie, même au milieu du travail acharné, gardait toujours un œil attentif sur sa fille, veillant à ce qu'elle soit en sécurité et divertie. Henri Dubois, le riche propriétaire du manoir, était un homme de goût raffiné. Éduqué dans les meilleures écoles et habitué au luxe depuis sa naissance, il savait l'importance d'un repas bien préparé. Mais il y avait quelque chose dans les créations de Marie qui allait au-delà de la technique. Il y avait de la chaleur, il y avait de l'âme. Henri se retrouvait souvent à attendre les repas avec impatience, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Délicieux petit déjeuner, Marie !» loua Henri avec un sourire gentil, tout en savourant le croissant fraîchement sorti du four. « Vous avez vraiment un talent particulier. » Marie, bien que reconnaissante pour ses mots, restait modeste. « Je suis contente que ça vous plaise, monsieur Dubois. » Cependant, Isabelle, elle, élégante et sophistiquée épouse d'Henri, commençait à remarquer l'admiration croissante de son mari pour les talents culinaires de Marie. Isabelle, toujours habituée à être le centre de l'attention, ressentait quelque chose de différent dans la manière dont Henri parlait de la nourriture, quelque chose qui semblait plus personnel, plus intime. Un matin, alors qu'elle observait Henri savourer l'une des créations de Marie, Isabelle demanda avec désinvolture « Henri, qu'as-tu pensé du dîner d'hier soir ?» Henri, sans détourner les yeux de son assiette, répondit avec sincérité « C était splendide. Marie dépasse mes attentes chaque jour. » Isabelle força un sourire, mais à l'intérieur, le sentiment d'insécurité et de jalousie commençait à croître. Elle avait toujours été l'étoile de cette maison, l'hôtesse parfaite, mais maintenant, elle sentait que quelque chose était en train de changer. Marie, avec sa présence humble, était, d'une manière ou d'une autre, en train de lui voler sa lumière. Au fur et à mesure que la journée avançait, la routine dans le manoir se poursuivait comme d'habitude. Marie restait plongée dans ses tâches, mais elle ne pouvait ignorer les regards furtifs et la tension croissante qui régnait dans l'air. Quelque chose était en train de changer, et Marie le ressentait à chaque pas qu'elle faisait dans les couloirs du manoir. Henri, quant à lui, commençait à passer plus de temps dans la cuisine, intrigué par la femme qui parvenait à apporter tant de réconfort et de satisfaction avec ses créations culinaires. Dans un de ces moments, il l'observait en silence, admirant la dédication qu'elle mettait dans chaque geste. « Comme Marie !» appela-t-il doucement, tandis qu'elle finissait de préparer une soupe. « Vous avez vraiment un don. Ce n'est pas seulement la nourriture, c'est ce que vous y mettez. C'est spécial. » Marie, surprise par la proximité d'Henri, se contenta de sourire timidement. « Je fais juste ce que j'aime, monsieur Dubois. » Mais de l'autre côté de la porte entr'ouverte, Isabelle observait, le cœur battant à tout rompre et l'esprit embrouillé. Elle n'avait jamais ressenti le besoin de rivaliser pour attirer l'attention d'Henri, mais maintenant, la présence de Marie était en train de modifier l'équilibre dans cette maison. Et ainsi, sans qu'ils ne s'en rendent compte, tous dans la maison du bois se rapprochèrent d'une tempête qui allait transformer leur vie pour toujours. L'atmosphère dans la maison du bois commençait à changer, subtilement, mais de manière indéniable. Isabelle, autrefois confiante et sûre de sa position, était maintenant tourmentée par des pensées sombres. L'appréciation croissante d'Henri pour Marie semblait être un rappel constant que quelque chose lui échappait. Chaque compliment qu'Henri adressait à la jeune cuisinière résonnait dans l'esprit d'Isabelle comme une menace, un signe que son importance dans la vie de son mari diminuait. Le matin, Isabelle observait Marie avec des yeux attentifs, cherchant à déceler tout geste qui pourrait être interprété comme quelque chose de plus que du simple professionnalisme. Elle regardait de loin tandis que Marie, toujours avec un sourire serein, préparait les plats avec la même dévotion qu'avant. Mais pour Isabelle, cette sérénité était perturbante. Elle semblait provocante, comme si Marie savait l'effet qu'elle causait et qu'elle s'en délectait. Henri, inconscient du tourbillon émotionnel qui se déroulait chez son épouse, continuait à apprécier le travail de Marie. Il passait plus de temps dans la cuisine, discutant avec elle des recettes et partageant même quelques histoires de son enfance. Pour Henri,
Ces moments étaient une échappatoire au formalisme du manoir, un retour à des temps plus simples. « Henri, ne trouves-tu pas que tu passes beaucoup de temps dans la cuisine ces derniers temps ?» commenta Isabelle un jour, la voix chargée d'une douceur empoisonnée. Henri leva les yeux du journal et la regarda avec surprise. « J'aime la bonne cuisine, Isabelle. Et Marie est exceptionnelle dans ce qu'elle fait. Pourquoi cela te dérange-t-il » Isabelle força un sourire, dissimulant le ressentiment croissant. « Ça ne me dérange pas, chérie. Je trouve juste cela curieux. Après tout, tu n'as jamais été aussi impliquée dans la cuisine auparavant. » Henri haussa simplement les épaules, retournant son attention au journal, sans percevoir les véritables intentions derrière les mots de son épouse. Mais Isabelle sentait de plus en plus qu'elle perdait quelque chose, comme si Marie s'infiltrait lentement dans des aspects de sa vie qui lui avaient toujours appartenu exclusivement. Marie, pour sa part, restait inconsciente du conflit interne d'Isabelle. Son attention était toujours centrée sur Camille, s'assurant que sa fille soit bien prise en charge pendant qu'elle travaillait. Les interactions avec Henri faisaient au parti du travail pour elle, une nécessité pour quelqu'un qui valorisait la perfection dans son art culinaire. Mais Isabelle ne le voyait pas de cette manière. Pour elle, chaque sourire de Marie, chaque mot échangé avec Henri, était une attaque calculée, une tentative de se rapprocher de lui d'une manière qu'elle, Isabelle, ne parvenait plus à accomplir. Cette paranoïa commençait à envahir tous les aspects de sa vie, la rendant plus froide et distante, non seulement avec Henri, mais avec tous ceux qui l'entouraient. Au fil des jours, la tension entre le couple devenait évidente. De petites disputes, autrefois rares, survenaient désormais fréquemment. Isabelle, de plus en plus en insécurité, commençait à remettre en question les décisions d'Henri, à douter de ses intentions, ce qui ne faisait qu'augmenter la frustration des deux. Un soir particulièrement tendu, après une vive discussion, Henri quitta brusquement la pièce, laissant Isabelle seule avec ses pensées. Elle s'assit sur le canapé, le cœur battant vite, les émotions bouillonnant. L'image de Marie, toujours calme et sereine, remplissait son esprit, et le ressentiment se transformait en quelque chose de plus sombre. « Elle ne me prendra pas ce qui m'appartient », murmura Isabelle pour elle-même, les yeux fixés sur un point éloigné. Pendant ce temps, dans la cuisine, Marie préparait le dîner, inconsciente de la tempête qui allait s'abattre sur sa vie. Elle se concentrait sur son travail, sur Camille, essayant au maximum de s'assurer que tout soit parfait, sans imaginer que chaque geste était interprété comme une menace par Isabelle. Ce que Marie ignorait, c'est que cette tension, qui grandissait comme un poison en Isabelle, était sur le point d'exploser, changeant à jamais le cours de leur vie. L'atmosphère dans la maison du bois devenait de plus en plus tendue, comme une corde prête à se rompre. Isabelle, consumée par la jalousie et le ressentiment, commença à élaborer un plan pour éliminer Marie une fois pour toutes. La jeune cuisinière, encore inconsciente de la tempête qui se formait autour d'elle, continuait à se consacrer à son travail et à s'occuper de Camille, sans se douter du danger imminent. Isabelle, dans sa chambre, ouvrit un tiroir verrouillé et sortit un petit écrin en velours bleu. À l'intérieur, un collier ancien brillait, un héritage familial qui appartenait à la mère d'Henri, un symbole d'une valeur inestimable, tant financière que sentimentale. Avec des mains tremblantes mais résolues, Isabelle observa la parure un moment, avant de la refermer et de cacher le écrin dans un endroit discret de la chambre de Marie. Le plan était simple mais cruel. Isabelle savait que si Marie était accusée de vol, surtout d'un objet si précieux, sa réputation serait détruite et elle serait forcée de quitter la maison. Avec cela en tête, Isabelle attendit le moment parfait pour exécuter la deuxième partie de son plan. Le lendemain matin, alors que toute la maison commençait sa routine habituelle, Isabelle descendit pour le petit déjeuner avec une expression calculée d'inquiétude. Henri, déjà assis à table, remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Isabelle, que se passe-t-il » demanda Henri, en fronçant les sourcils en voyant l'expression troublée de son épouse. « Henri, c'est terrible !» s'exclama Isabelle, sa voix chargée de fausses surprises et d'angoisse. « Le collier de ta mère a disparu. Je l'ai mis dans le tiroir hier soir, mais maintenant, il n'y est plus. » Henri s'arrêta un instant, son regard fixé sur le visage d'Isabelle, essayant de comprendre la gravité de la situation. « Es-tu sûre ? Peut-être l'as-tu mis ailleurs ?»« Non, j'ai cherché dans toute la chambre, » insista Isabelle, en tenant la main d'Henri. « Henri, je ne peux pas croire que quelqu'un ait eu le courage de voler quelque chose d'aussi précieux. Nous devons faire quelque chose. » La nouvelle se répandit rapidement dans la maison, laissant tous les employés sous le choc. Le collier était connu de tous,
une pièce qui symbolisait l'histoire et le prestige de la famille Dubois. La disparition d'une telle parure fit monter la tension dans la maison à un nouveau niveau. « Nous devons enquêter immédiatement », suggéra Isabelle, sa voix chargée d'autorité et de préoccupation. « Henri, je pense que nous devons vérifier les affaires de tout le monde. Nous ne pouvons pas écarter la possibilité que quelqu'un dans la maison soit responsable. » Henri hésita. L'idée de fouiller les employés, des personnes qui travaillaient pour sa famille depuis des années, était troublante. Cependant, l'angoisse d'Isabelle et l'importance du collier le forcèrent à accepter. « Très bien, dit-il finalement, mais faisons-le de manière respectueuse. » Les employés furent rassemblés dans le salon principal où, sous le regard attentif d'Isabelle et d'Henri, ils eurent, un par un, leurs affaires fouillées. Marie, nerveuse face à toute cette situation, ne pouvait imaginer qu'elle était sur le point de devenir la prochaine victime d'une accusation terrible. Camille, tenant la main de sa mère, observait en silence, sans comprendre ce qui se passait. Quand ce fut le tour de Marie, Isabelle fit un pas en avant, essayant de dissimuler le triomphe qu'elle ressentait. « Marie, je suis désolée pour ça, mais nous devons nous assurer que rien n'a été oublié, » dit Isabelle, essayant de garder une voix douce. Marie, sans rien à craindre, acquiesça et permit que ses affaires soient fouillées. Mais lorsque l'un des employés ouvrit le tiroir où Isabelle avait caché l'écrin en velours, le choc saisit tout le monde. Le collier était là, brillant comme une preuve irréfutable. « Comment est-ce arrivé ici ?» s'exclama Marie, le désespoir envahissant sa voix. Henri, perplexe, regarda Marie avec un mélange d'incrédulité et de déception. « Marie, je ne m'attendais pas à ça de ta part, » dit-il, sa voix froide. Isabelle, feignant le choc, porta la main à son cœur. « Oh, Marie, comment as-tu pu ?» Marie essaya désespérément de s'expliquer, mais ses mots semblaient vides face à la preuve. Le regard accusateur de tous dans la pièce faisait geler son sang dans ses veines. Elle savait qu'elle était accusée à tort, mais elle n'avait aucun moyen de prouver son innocence. Tandis que les murmures et les regards de reproche augmentaient, Isabelle ressentait une satisfaction cruelle grandir en elle. Son plan avait parfaitement fonctionné. Henri, encore ébranlé, se tourna vers un des serviteurs. « Emmenez Marie dans sa chambre. Nous devons décider de ce que nous allons faire ensuite. » Marie fut escortée de retour à la cuisine, où elle s'assit, désolée, sans comprendre comment sa vie avait basculé en si peu de temps. Camille, sans comprendre la gravité de la situation, resta à côté de sa mère, tenant fermement sa main. Alors que la porte se fermait derrière elle, la jeune cuisinière, perdue dans ses pensées, ne parvenait pas à réaliser que le véritable danger ne faisait que commencer. Le salon principal de la maison Dubois était envahi par une tension suffocante. La découverte du collier dans la chambre de Marie avait laissé tout le monde sous le choc, mais personne plus que Marie elle-même, qui sentait son monde écrouler autour d'elle. Le regard de tous se posait sur elle, comme si elle était déjà jugée et condamnée. Les accusations implicites dans les visages des serviteurs, et, surtout, d'Isabelle, faisaient serrer le cœur de Marie de douleur et d'injustice. « Toi, Marie, comment as-tu pu ?» murmura Henri, encore perplexe face à ce qui venait de se passer. Il n'arrivait pas à concilier l'image de la jeune dévouée qui préparait avec tant de soin les repas de la famille avec l'idée d'une voleuse. Marie secoua la tête, désespérée. « Je le jure, monsieur Dubois, je ne sais pas comment c'est arrivé là. Je ne ferai jamais une chose pareille. » Mais ses paroles semblaient se perdre dans le vide. Isabelle, avec une performance impeccable, exprimait une indignation calculée, s'approchant d'Henri avec des yeux pleins de fausse compassion. « Henri, nous ne pouvons pas ignorer ce qui s'est passé. La parure a été trouvée dans ses affaires. C'est indéniable. » Henri, partagé entre la raison et l'émotion, regarda Isabelle, cherchant une sorte d'orientation au milieu de sa confusion. Isabelle, percevant son hésitation, insista un peu plus. « Pense à notre famille, aux apparences. Cela ne peut pas rester impuni. Si nous ne prenons pas de mesures maintenant, quel message allons-nous envoyer ?» Marie sentit les larmes monter à ses yeux. La situation semblait irréelle, comme un cauchemar dont elle n'arrivait pas à se réveiller. Elle savait qu'elle était incriminée, mais elle n'avait aucun moyen de prouver son innocence. Le désespoir envahit sa voix alors qu'elle essayait, une dernière fois, de plaider pour la justice. « S'il vous plaît, monsieur Dubois, je vous en supplie. Je ne l'ai pas fait. Je ne volerai jamais rien. Tout ce que je veux, c'est travailler pour subvenir aux besoins de ma fille. » Henri, touché par le désespoir dans sa voix, hésita. Pendant un bref instant, il envisagea la possibilité que tout cela soit un terrible malentendu. Cependant,
Le regard ferme d'Isabelle et la pression croissante pour résoudre rapidement le scandale l'emportèrent. « Marie » commença Henri, sa voix maintenant ferme mais pleine de tristesse. « On face aux preuves. Je ne peux pas ignorer ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolée, mais tu ne peux pas continuer à travailler ici. Tu es licenciée. » Les mots tombèrent comme un marteau sur Marie, écrasant tout espoir qu'il lui restait. Elle sentit les larmes couler sur son visage. Mais elle savait qu'il ne servirait à rien de lutter contre cette décision. Sa réputation, son travail, tout ce pourquoi elle avait lutté, était en train d'être détruit sous ses yeux. Camille, qui était restée aux côtés de sa mère pendant toute la confusion, commença à pleurer en voyant la souffrance de Marie. Marie la serra fermement, essayant de trouver la force de réconforter sa fille, même si elle-même était au bord de l'effondrement. « Je vais ranger mes affaires », dit Marie, la voix tremblante, avant de se retourner et de quitter le salon, sentant le poids de chaque regard sur ses épaules. Isabelle, observant la scène avec une satisfaction silencieuse, ne pouvait pas cacher l'éclat de victoire dans ses yeux. Enfin, la menace avait été éliminée. Marie était hors de leur vie, et Isabelle était convaincue que tout reviendrait à la normale, qu'elle reprendrait le contrôle total sur l'attention d'Henri et sur la gestion du manoir. Marie, maintenant de retour dans sa petite chambre, rassemblait ses quelques biens avec des mains tremblantes. Chaque objet qu'elle mettait dans sa valise semblait porter le poids d'une défaite imméritée. Avec Camille agrippée à son côté, elle quitta le manoir sans se retourner, le cœur brisé et la âme blessée. Tandis qu'elle marchait le long du chemin qui menait à la sortie, Marie savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Sa réputation était détruite et l'avenir de sa fille incertain. Isabelle, voyant Marie partir, ressentit une vague de soulagement parcourir son corps. Elle croyait avoir gagné, avoir éliminé la menace à sa position et que, Marie hors de scène, Henri redeviendrait enfin le mari dévoué d'autrefois. Mais, en observant par la fenêtre la silhouette de Marie disparaître au loin, Isabelle ne se rendit pas compte que, bien qu'elle ait réussi à manipuler les événements à son avantage, elle avait créé un ennemi silencieux et déterminé, et les conséquences de ses actions étaient encore à venir. Henri Dubois ne parvenait pas à chasser l'inconfort qui le hantait depuis le licenciement de Marie. Assis dans son bureau, les pensées tournaient dans sa tête comme un tourbillon. L'image de Marie, désolée et désespérée, ne quittait pas son esprit. Quelque chose au fond de son âme lui disait qu'il avait commis une terrible erreur. Henri avait toujours été un homme de logique et de raison, et il ne pouvait tout simplement pas ignorer les signes qui le troublaient. Décidé à ne pas laisser la question sans réponse, Henri fit un choix qui allait changer le cours des événements. Il engagea Jacques Lefebvre, un détective privé de renom, connu pour sa perspicacité et son habileté à élucider même les mystères les plus complexes. Jacques avait la réputation d'être implacable dans sa quête de la vérité, et Henri savait qu'il pouvait compter sur sa discrétion pour éviter un scandale plus grand. 2 jours plus tard, Jacques Lefebvre arriva au manoir Dubois. Un homme des âges moyens, de stature élégante et au regard perçant, Jacques impressionnait par sa manière calme mais ferme de mener ses enquêtes. Son expérience lui permettait de saisir des détails qui échappaient aux autres, et était exactement ce dont Henri avait besoin. « Monsieur Dubois, je comprends la délicatesse de la situation, » dit Jacques, après qu'Henri l'ait accueilli dans son bureau. « Je vous promets que mon enquête sera discrète et efficace. Je ne laisserai rien au hasard jusqu'à ce que je découvre la vérité. » Henri hocha la tête, le visage grave. « Je vous remercie, Lefebvre. Cette affaire me perturbe profondément. Je ne crois pas que Marie soit coupable, mais les preuves sont difficiles à ignorer. Nous allons découvrir ce qui s'est réellement passé, » assura Jacques, avec un léger signe de tête. Le détective commença son travail dès le jour même. Se déplaçant discrètement dans le manoir, il observait attentivement le comportement de chacun, prenant note des moindres détails. Jacques savait que la clé pour résoudre le mystère résidait dans les subtilités, dans les petites failles qui pouvaient révéler la vérité. Il commença par interroger les employés, un par un, dans des conversations qui ressemblaient davantage à des rencontres informelles qu'à des interrogatoires officiels. Jacques utilisait son habileté à poser des questions simples, mais qui étaient en réalité méticuleusement conçues pour révéler des incohérences ou des indices de comportement suspect. « Vous connaissiez bien Marie ?» demanda Jacques à l'une des plus anciennes domestiques de la maison, alors qu'elle polissait l'argenterie. « Oh, oui !» répondit la femme, sans détourner le regard de son travail. Marie était une bonne fille. Toujours discrète, elle s'occupait bien de sa fille et faisait son travail sans se plaindre. Et ces derniers temps, avez-vous remarqué quelque chose de différent chez elle? Un changement de comportement?
demanda Jacques, sur un ton détaché. La domestique réfléchit un moment, en fronçant les sourcils. Rien que je n'ai remarqué, elle a toujours été la même. Dévouée, concentrée sur son travail. Je ne peux pas croire qu'elle ait fait ce qu'on dit qu'elle a fait. Était la réponse que Jacques rencontrait à maintes reprises. Aucun des employés ne semblait croire que Marie était capable de voler. Tous la décrivaient comme honnête, travailleuse et, surtout, une mère aimante qui faisait tout pour sa fille. Cependant, Jacques savait que les apparences pouvaient être trompeuses et il poursuivit son enquête avec prudence. À mesure que les jours passaient, Jacques observait également le comportement d'Isabelle. Il remarqua l'air de tranquillité presque exagéré qu'elle affichait depuis l'incident. Pour une femme qui avait soi-disant perdu un bijou de grande valeur, Isabelle semblait étonnamment soulagée, comme si une grande préoccupation avait été levée de ses épaules. Un après-midi, Jacques décida qu'il était temps de parler directement à Isabelle. Il la trouva dans le jardin, admirant les fleurs qui éclosaient, un sourire satisfait sur les lèvres. « Madame Dubois », commença Jacques, en s'approchant avec une expression amicale. « J'espère que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je vous pose quelques questions sur l'incident du collier. » Isabelle conserva son sourire, mais ses yeux se plissèrent légèrement. « Bien sûr, monsieur Lefebvre. Je suis à votre disposition pour vous aider dans la mesure du possible. Ce vol a été un choc terrible pour nous tous. J'imagine, dit Jacques, sur un ton qui suggérait la compréhension. Le collier était un héritage familial, n'est-ce pas? Un objet de grande valeur sentimentale. Oui, confirma Isabelle en soupirant théâtralement. Il appartenait à la mère d'Henri. Une pièce unique, je comprends. Et, le jour de sa disparition, vous souvenez-vous si quelqu'un d'étrange était présent à la maison? Quelqu'un d'inhabituel? Isabelle réfléchit un moment avant de secouer la tête. Non, personne. Juste les employés habituels. C'est pourquoi la situation est devenue si délicate. Jacques acquiesça, mais ne put s'empêcher de remarquer la précision minutieuse des paroles d'Isabelle. Quelque chose en elle lui paraissait trop calculé, trop contrôlé, comme si elle récitait un script. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, Jacques commençait à assembler les pièces d'un puzzle complexe. Les preuves qui semblaient claires à première vue se révélaient maintenant ambiguës, et les témoignages des employés commençaient à suggérer qu'il y avait quelque chose de plus profond en jeu, quelque chose qui échappait à la surface des événements. Jacques, avec son esprit aiguisé, savait qu'il se rapprochait d'une vérité cachée, et bien qu'il manquât encore des pièces importantes, il sentait qu'il était sur la bonne voie pour démasquer le véritable coupable. Alors que le détective avançait dans son enquête, la tension à la maison continuait de croître. Isabelle, convaincue que son plan avait été parfait, commençait à se détendre, croyant que Marie était déjà une affaire classée. Mais Jacques savait que, dans la quête de la vérité, le destin réservait souvent des surprises inattendues. Jacques Lefebvre continuait à se déplacer dans l'ombre de la maison du bois, observant, écoutant et, surtout, connectant les points qui, chaque jour, semblaient former un tableau plus complexe. Le détective, avec sa perspicacité caractéristique, ne tarda pas à remarquer qu'il y avait quelque chose d'inhabituel dans le comportement d'Isabelle. Son apparente sérénité, son attitude presque triomphante après le renvoi de Marie, tout cela semblait contredire l'image d'une femme qui aurait dû être profondément affectée par le vol d'un bijou si précieux et sentimental. Les interactions d'Isabelle avec Henri N échappèrent pas non plus à l'attention de Jacques. La relation entre les deux était visiblement détériorée, mais ce qui attira l'attention du détective fut la manière dont Isabelle manipulait les émotions d'Henri, le dirigeant toujours vers une conclusion pratique, la culpabilité de Marie. Cela, combiné avec les témoignages des employés qui mentionnaient la jalousie croissante d'Isabelle envers la jeune cuisinière, amena Jacques à commencer à formuler une théorie troublante. Cependant, Jacques savait que, pour découvrir la vérité, il devait en savoir plus sur Marie, son histoire et ce qui pourrait l'avoir rendue cible du ressentiment d'Isabelle. Il décida alors d'enquêter sur le passé de Marie, cherchant n'importe quel indice qui pourrait révéler quelque chose de plus profond. C'est ainsi que Jacques découvrit le nom Hélène, la mère de Marie, une figure entourée de mystères et de secrets. D'après les rares documents et témoignages qu'il put rassembler, Hélène était une femme réservée qui vivait dans un petit village en dehors de Paris. Elle disparut subitement peu après la naissance de Marie, laissant la fillette être élevée par une voisine bienveillante. Il n'y avait aucun registre de son lieu de résidence ou des raisons de son départ, juste des rumeurs qui l'entouraient comme un épais brouillard. Intrigué, Jacques commença à questionner les raisons derrière la disparition d'Hélène. Qu'est-ce qui l'avait poussée à abandonner sa fille? Et, plus important encore,
Pourrait-il y avoir un lien entre Hélène, Marie et la famille Dubois? Ces questions tourmentaient Jacques, qui sentait qu'il était sur le point de découvrir quelque chose de significatif. Alors que Jacques enquêtait sur le passé d'Hélène, il commença à remarquer des connexions subtiles qui pourraient indiquer un lien plus profond avec la famille Dubois. Dans ses archives, il trouva une ancienne référence au nom Dubois dans des documents liés à Hélène, suggérant qu'elle aurait pu avoir une sorte de relation avec la famille par le passé, peut-être en tant qu'employée ou même quelque chose de plus personnel. Cette découverte apporta un nouvel éclairage à la situation. Si Hélène était d'une certaine manière liée à la famille Dubois, cela pourrait-il expliquer le ressentiment d'Isabelle envers Marie? Isabelle savait-elle plus qu'elle ne le laissait paraître sur le passé de la jeune cuisinière et de sa mère? Jacques commença à se demander si l'histoire d'Hélène et de Marie était plus entremêlée avec celle des Dubois que quiconque aurait pu l'imaginer. Avec ces nouvelles pistes, Jacques décida qu'il était temps d'approfondir encore plus son enquête. Il savait que l'étape suivante serait cruciale. Découvrir exactement quelle était la relation d'Hélène avec la famille Dubois et comment cela aurait pu influencer les événements récents à la maison. Pendant ce temps, Isabelle, se sentant plus en sécurité dans sa position, commença à se détendre, croyant que tout était sous contrôle. Elle n'imaginait pas que Jacques était sur le point de déterrer des secrets du passé qui pourraient non seulement innocenter Marie, mais aussi révéler des vérités qui ébranleraient les fondations de la maison Dubois. Le détective, désormais armé de ses premières découvertes, savait qu'il était plus proche de la vérité que jamais. Mais en même temps, il comprenait aussi que plus il se rapprochait, plus les eaux devenaient dangereuses. Jacques était sur le point de découvrir que l'histoire d'Hélène et de Marie-Anne était que la pointe de l'iceberg d'un secret qui pourrait tout changer. Jacques Lefebvre sentait qu'il se rapprochait d'une vérité qui changerait à jamais le destin de la famille Dubois. Les indices qu'il avait rassemblés sur Hélène l'avaient conduit à découvrir une histoire d'amour enterrée depuis longtemps. Une romance qui, comme une fleur fanée, avait laissé des marques profondes sur les vies impliquées. Hélène N n'était pas seulement une figure mystérieuse dans le passé de Marie, elle avait été le grand amour de jeunesse d'Henri Dubois. Jacques fit cette révélation en trouvant une ancienne correspondance entre les deux, cachée au fond d'une vieille boîte dans une brocante locale. Les lettres, pleines de passion et de promesses, parlaient d'un amour interdit, interrompu par les dures exigences de la famille Dubois, qui considérait Hélène comme inappropriée pour le jeune héritier. À mesure qu'il lisait les lettres, Jacques comprenait la profondeur du sentiment qu'Henri et Hélène avaient partagé. Ils prévoyaient de fuir ensemble, rêvaient d'une vie loin des pressions sociales, mais tout fut abruptement interrompu. Les dernières lettres d'Hélène, écrites d'une main tremblante, révélèrent son angoisse en découvrant qu'elle était enceinte. Elle n'eut jamais l'occasion de le dire à Henri. Sous la pression de la famille Dubois, Hélène fut obligée de partir sans laisser de traces. Jacques poursuivit son enquête, et les détails du passé commencèrent à s'emboîter. Il découvrit qu'Hélène avait donné naissance à Marie peu avant de disparaître. Les dossiers hospitaliers étaient rares, mais ils confirmaient qu'une femme, correspondant aux caractéristiques d'Hélène, avait été admise dans un petit hôpital en périphérie de Paris et, peu après la naissance, avait disparu sans laisser de traces. Jacques commença à se demander ce qui avait pu arriver à Hélène après la naissance de Marie. Les indices étaient vagues, mais une chose était certaine. Hélène avait tout fait pour protéger sa fille. Jacques soupçonnait que la disparition d'Hélène était liée au pouvoir et à l'influence des Dubois, qui auraient pu mobiliser des forces pour s'assurer que l'enfant né d'une relation indésirée ne devienne jamais un problème pour la famille. Avec ces révélations en main, Jacques savait qu'il devait confronter Henri. Ce qui semblait être une coïncidence se révélait maintenant être une histoire tragique d'amour, de perte et de secret. Il était impossible pour Jacques de croire qu'Henri ne savait rien. Henri ignorait-il vraiment que Marie était sa fille, ou le poids de ce secret était-il si lourd qu'il avait préféré l'enterrer? Jacques trouva Henri dans son bureau, au même endroit où, quelques jours plus tôt, il avait reçu la mission de découvrir la vérité sur le vol du bijou. Henri semblait distrait, perdu dans des pensées que lui seul connaissait. Jacques comprit que le moment était délicat, mais la vérité ne pouvait plus être différée. « Monsieur Dubois », commença Jacques, sa voix ferme mais respectueuse, « mon enquête a mené à des découvertes inattendues. Je dois vous parler d'Hélène. » Le nom d'Hélène fit lever les yeux à Henri, surpris. Il resta silencieux quelques instants, le visage impénétrable, avant de finalement demander « Qu'avez-vous découvert, Lefebvre ?» Jacques prit une profonde inspiration et commença à révéler tout ce qu'il avait découvert. Il parla des lettres, de l'amour que partagèrent Henri et Hélène et de ce qui s'était passé après qu'elle eût été forcée de partir.
À chaque mot, le visage d'Henri se transformait, passant de la surprise à l'incrédulité, pour finalement afficher une profonde tristesse. « Monsieur Dubois, continua Jacques, Hélène était enceinte quand elle est partie. Elle a donné naissance à une fille, Marie, peu avant de disparaître. Cela signifie que Marie est votre fille. » Henri, incapable de contenir les émotions qu'il tentait de réprimer depuis si longtemps, s'effondra dans son fauteuil. « Marie, ma fille. » L'incrédulité dans sa voix était évidente, mais elle se dissipa rapidement, laissant place à une douloureuse acceptation. « Je n'ai jamais su. J'ai toujours pensé qu'Hélène m'avait quittée parce qu'elle ne m'aimait plus. Mais elle protégeait notre fille. » Le poids de la révélation tomba sur Henri comme une avalanche. Toutes les décisions qu'il avait prises, tous les moments où il avait ignoré les signes, tout faisait sens maintenant. L'affection inexplicable qu'il avait ressentie pour Marie, la connexion qui semblait si naturelle. Elle était sa fille, fruit d'un amour qu'il n'avait jamais oublié. Jacques, observant la souffrance d'Henri, comprit que l'histoire était loin d'être terminée. Le mystère entourant la disparition d'Hélène n'était toujours pas résolu, et une ombre planait sur le manoir. Isabelle. Était-elle au courant de la véritable identité de Marie? Sa méfiance et sa jalousie venaient-elles de la peur de tout perdre au profit d'une fille illégitime? Henri, maintenant ébranlé par la vérité, savait qu'il ne pourrait se reposer avant de découvrir ce qui était réellement arrivé à Hélène et comment Isabelle était impliquée dans cette intrigue. Jacques comprenait également que le plus grand défi était encore à venir. Le passé avait été déterré, mais les secrets du présent devaient encore être révélés. Ainsi, tandis qu'Henri tentait de digérer la révélation dévastatrice, Jacques se préparait à percer la dernière partie de ce mystère, conscient que les prochaines découvertes pourraient non seulement exposer la vérité, mais aussi détruire la famille Dubois pour toujours. Henri Dubois était dans son bureau, immobile, tandis que les mots de Jacques Lefebvre résonnaient dans son esprit comme un tonnerre lointain mais incessant. « Que Marie est votre fille ?» La phrase semblait irréelle, presque impossible à assimiler. Mais en même temps, tout faisait sens. Le lien inexplicable qu'il avait toujours ressenti avec Marie, la douleur qu'il avait consumée en la voyant partir sous des accusations qui semblaient maintenant absurdes, tout s'assemblait de manière cruelle et dévastatrice. Le choc et la douleur de la découverte laissèrent Henri hébété. Il se sentait comme si le sol sous ses pieds avait disparu, révélant un abîme de regrets et de culpabilité. Les années qu'il avait perdues aux côtés de sa fille, le seul souvenir vivant de son amour pour Hélène, le hantait. La femme qu'il avait aimée profondément, qu'il avait été contraint d'abandonner en raison des pressions familiales, avait donné naissance à sa fille et il n'avait jamais su. Hélène avait disparu pour protéger Marie. Et maintenant, Henri comprenait l'ampleur du sacrifice qu'elle avait fait. « Comment cela a-t-il pu arriver ?» murmura Henri. Plus pour lui-même que pour Jacques. « Comment n'ai-je pas perçu? Comment ai-je pu laisser Marie être humiliée et chassée de cette maison ?» Jacques, avec son calme habituel, ressentit la douleur d'Henri, mais savait qu'il y avait plus en jeu. « Monsieur Dubois, ce qui est arrivé à Marie est une grande injustice. Mais nous devons comprendre pourquoi Isabelle a agi comme elle l'a fait. Il y a encore des choses que nous ignorons. » Henri, luttant pour tout assimiler, commença à se remémorer les derniers mois, les regards jaloux d'Isabelle, sa paranoïa croissante envers Marie. Maintenant, avec la vérité devant lui, Henri commençait à comprendre ce qu'il avait ignoré auparavant. Isabelle, toujours si contrôlante, avait dû découvrir la vérité sur Marie. Cela expliquait son comportement récent, sa haine presque irrationnelle pour la jeune cuisinière. Henri ressentit une vague de trahison le submerger. Il se leva brusquement, les mains tremblant de colère et de frustration. Isabelle savait. Elle savait que Marie était ma fille. C'est pour ça qu'elle a tout manigancé pour l'éloigner de moi. Jacques acquiesça. C'est possible, monsieur Dubois. La motivation d'Isabelle a toujours été claire. Éliminer ce qu'elle voyait comme une menace. Mais la connexion que nous avons découverte entre vous et Marie pourrait l'avoir poussée à agir de manière si extrême. Henri commença à faire les 100 pas, son cœur lourd de culpabilité. Je l'ai renvoyée, Jacques. J'ai chassé ma propre fille de cette maison sans même enquêter. J'ai fait confiance aveuglément aux paroles d'Isabelle. Comment ai-je pu être si aveugle? Le détective observait Henri avec empathie, mais savait que était le moment d'agir, non de se lamenter. Monsieur Dubois, nous pouvons encore corriger cette situation. Marie doit connaître la vérité, et Isabelle doit être confrontée à ses actions. Nous devons comprendre jusqu'où elle est impliquée. Henri s'arrêta, respirant profondément en essayant de reprendre le contrôle de ses émotions. Oui, vous avez raison, je ne peux plus perdre de temps.
Marie mérite de savoir qu'elle n'est pas seule, que je suis son père. Et Isabelle, elle doit payer pour cette trahison. Le poids de la situation semblait insupportable, mais Henri savait qu'il devait agir. La première chose qu'il ferait serait de retrouver Marie et de la ramener à la maison, où elle aurait toujours dû être. Il devait tout lui expliquer, lui parler d'Hélène, de l'amour qu'il avait ressenti pour elle et du sacrifice qu'elle avait fait pour protéger leur fille. Cependant, avant de quitter le bureau, Henri savait qu'il devait confronter Isabelle. Il devait entendre de sa bouche ce qu'elle savait et pourquoi elle avait orchestré ce piège contre Marie. Leur mariage, déjà usé, était maintenant irrémédiablement détruit. Mais Henri avait besoin de réponses avant de pouvoir aller de l'avant. « D'où Jacques ?» dit Henri en se tournant vers le détective. « J'ai besoin que vous m'aidiez à retrouver Marie. Mais d'abord, je vais parler à Isabelle. Elle doit avoir une explication, aussi terrible soit-elle. » Jacques acquiesça. « Je serai là pour vous soutenir, monsieur Dubois. Nous ramènerons Marie et nous restaurerons ce qui a été perdu. » Henri, le cœur serré, se dirigea vers les appartements d'Isabelle. Le chemin jusqu'à la chambre semblait plus long que jamais, chaque pas alourdi par l'anticipation de l'affrontement imminent. La porte de la chambre était entr'ouverte, et il pouvait voir Isabelle, assise à sa coiffeuse, se regardant dans le miroir avec une expression de satisfaction qui lui semblait maintenant répugnante. En entrant, Henri ferma la porte avec force, attirant l'attention d'Isabelle. Elle se tourna, surprise par l'expression sombre sur le visage de son mari. « Henri, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Isabelle, tentant de garder son calme, mais la tension était palpable. Henri la fixa avec des yeux durs, sans la douceur d'autrefois. « Jacques a découvert la vérité, Isabelle. Marie. Et ma fille !» Le choc traversa le visage d'Isabelle, mais fut rapidement remplacé par une expression défensive. « Qu'est-ce que tu racontes ?»« C'est impossible. »« Ne me mens pas !» l'interrompit Henri, sa voix ferme et pleine de douleur. « Tu savais, n'est-ce pas ? Tu savais tout le temps, et pourtant tu as conspiré contre elle. Tu as fait en sorte que je la renvoie, que je rejette ma propre fille. » Isabelle hésita un moment, mais bientôt son expression se durcit. « Oui, je le savais, et j'ai fait ce qui devait être fait. Marie est un rappel d'un passé que tu aurais dû enterrer, Henri. Je protégeais ce qui est à nous. » Henri ressentit un mélange de colère et de tristesse. « Protéger ? Tu as détruit la vie d'une jeune fille innocente ? » ?»« Notre fille. Et tu nous as détruits dans le processus. » Isabelle resta ferme, mais une lueur de peur passa dans ses yeux. « Tu ne comprends pas, Henri. J'ai fait ça pour nous, pour notre avenir. Marie n'appartient pas à ce monde, elle est une menace pour ce que nous avons construit ensemble. »« Non, » répondit Henri, sa voix maintenant plus calme, mais chargée de détermination. « La véritable menace, c'était toi, Isabelle. Et maintenant, je vais réparer ce que tu as détruit. » Sur ces mots, Henri se retourna et quitta la chambre, laissant Isabelle seule, son expression oscillant entre la peur et la colère. Il savait que la prochaine étape serait la plus difficile de toutes. Retrouver Marie, lui dire la vérité et, d'une manière ou d'une autre, tenter de rattraper le temps perdu. En descendant les escaliers, Henri ressentit le poids de la responsabilité qu'il portait désormais. Mais au fond, il y avait aussi un fil d'espoir. Peut-être, juste peut-être, qu'il pourrait reconstruire une relation avec sa fille, en commençant par la vérité et la réconciliation. Henri descendit les escaliers d'un pas ferme, la colère et la désillusion bouillonnant dans ses veines comme un poison. L'affrontement avec Isabelle était devenu inévitable, et il était déterminé à arracher la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il ressentait, tournait autour de la terrible injustice commise contre Marie, sa fille, et de la trahison qui pesait maintenant comme une ombre noire sur son cœur. Il trouva Isabelle dans le salon, où elle essayait de maintenir une façade de tranquillité, mais ses yeux trahissaient la peur qui la rongeait de l'intérieur. Henri s'approcha lentement, le visage marqué par la colère contenue. La tension dans l'air était palpable, comme une tempête sur le point d'éclater. « Ah, Henri, qu'est-ce que tu comptes faire ?» demanda Isabelle, tentant de garder sa contenance, mais d'une voix qui tremblait légèrement. Henri la regarda, le regard dur comme la pierre. « Je veux la vérité, Isabelle, toute la vérité. Et ne tente pas de me mentir cette fois. » Isabelle, sentant le poids de la situation, commença à reculer. « Henri, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je voulais juste protéger ce qui est à nous. »« Protéger ?» répéta Henri avec mépris. « Tu as tout détruit, Isabelle. Tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait ? Tu as manipulé toute cette situation ?» incriminait Marie. « Et tu m'as fait renvoyer ma propre fille.
Pourquoi? Pourquoi es-tu allé aussi loin? Isabelle ferma les yeux un instant, la respiration irrégulière, avant de finalement s'ouvrir. J'avais peur, Henri, peur de te perdre. Peur qu'en découvrant que Marie était ta fille, tu reviennes à aimer Hélène à travers elle. J'ai vu comment tu regardais Marie, comme si elle était spéciale pour toi, et ça m'a terrifiée. Henri secoua la tête, incrédule. Alors, tu as décidé de détruire la vie d'une jeune fille innocente à cause de ta jalousie? Comment as-tu pu faire ça? Et le vol? Comment as-tu eu le courage de monter une farce aussi cruelle? Isabelle se mit à pleurer, sentant la pression augmenter. Je savais que tu ne l'éloignerais jamais de toi-même, alors j'ai pris le collier, je l'ai caché parmi ses affaires et je t'ai laissé croire qu'elle était coupable. Je n'ai pas pensé aux conséquences. Je voulais juste l'éloigner de toi pour que tout redevienne comme avant. Henri sentit un profond dégoût monter en lui. Chaque mot d'Isabelle était une dague plantée dans sa poitrine. Tu as détruit la seule bonne chose qui restait dans ma vie, Isabelle. Je ne peux plus te regarder sans ressentir de la répulsion. Notre mariage? Il ne reste plus rien. Henri, s'il te plaît. Isabelle supplia, s'accrochant à son bras. J'ai fait ça pour nous, pour notre avenir. Je sais que j'ai fait une erreur, mais nous pouvons encore sauver ce que nous avons. Henri se détacha brusquement, se libérant de son étreinte. Non, Isabelle, ce que nous avions était déjà en train de se désintégrer et tu viens de détruire ce qui restait. Il n'y a plus de nous. Tu as fait un choix et maintenant tu dois en assumer les conséquences. Isabelle tomba à genoux, en sanglotant. Je t'aime, Henri. Tout ce que j'ai fait, était par amour. Amour? Répondit Henri, d'une voix glacée. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession, de l'égoïsme et de la cruauté. Et je ne peux plus vivre avec ça. Tu n'as plus de place dans cette maison, Isabelle. Le poids de ces mots tomba sur Isabelle comme une sentence. Elle savait qu'elle avait franchi une limite dont il n'y avait pas de retour. Henri, l'homme qu'elle avait tant manipulé et tenté de garder à ses côtés, la chassait maintenant de sa vie, de sa maison, de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Henri se tourna, marchant vers la porte. « Je veux que tu partes, Isabelle. Va où tu veux, mais ne reviens plus ici. Il n'y a plus rien pour toi dans ce manoir. » Isabelle, vaincue, n'avait plus la force de protester. Elle savait qu'Henri était décidé et que toute tentative d'appeler à sa compassion serait vaine. Avec des larmes coulant sur son visage, elle se leva lentement et, sans regarder en arrière, commença à monter les escaliers pour faire ses valises. Henri resta dans le salon, ressentant le poids de la décision qu'il venait de prendre. La trahison d'Isabelle avait détruit ce qui restait de sa vie telle qu'il la connaissait, mais elle avait aussi ouvert ses yeux à la vérité. Il savait qu'il devait réparer le tort qu'il avait causé à Marie, mais le chemin vers la réconciliation serait long et ardu. Alors qu'Isabelle quittait la maison pour la dernière fois, ne portant que quelques valises et le souvenir d'un mariage détruit, Henri savait que sa vie ne serait plus jamais la même. L'amour qu'il pensait avoir, la vie qu'il avait construite, tout était en ruine. Mais il y avait un nouvel espoir, une chance de reconstruire ce qui avait été perdu. Henri ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait se battre pour l'avenir. Et, avec cela en tête, il se préparait à la tâche la plus difficile de toutes, trouver Marie, lui dire la vérité et essayer d'être le père qu'elle avait toujours mérité. La maison du bois, maintenant vide et silencieuse, était devenue un symbole d'un passé qu'Henri devait laisser derrière lui. L'avenir, bien qu'incertain, était plein de possibilités, et Henri savait que c'était sa responsabilité de les saisir à pleine main. Henri Dubois était déterminé à réparer l'énorme erreur qu'il avait commise. Il savait que, pour réparer le tort causé à Marie, il lui faudrait du courage et de l'humilité. Chaque pas qui le rapprochait du petit appartement où Marie séjournait était lourd de la conscience qu'il avait échoué en tant que père, même sans savoir qu'il en était un. Mais maintenant, avec la vérité enfin révélée, Henri était prêt à tout pour regagner la confiance de sa fille. Marie vivait temporairement dans un modeste appartement en périphérie de la ville, une vie très différente de celle qu'elle menait à la Maison du Bois. Après avoir été injustement licenciée et humiliée, elle essayait de recoller les morceaux de sa vie, se concentrant sur Camille, sa seule source de joie au milieu de la tempête qu'elle avait traversée. Cependant, la douleur de l'injustice était encore une plaie ouverte, et Marie luttait pour comprendre comment sa vie avait pu s'effondrer si rapidement. Lorsque la sonnette retentit cet après-midi-là, Marie ressentit une pointe d'appréhension. Elle n'attendait pas de visite et, après tout ce qui s'était passé, elle était méfiante à l'égard de toute surprise. En ouvrant la porte et en voyant Henri debout sur le seuil, son expression passa de la surprise à la méfiance.
« Monsieur Dubois ?» dit Marie, essayant de garder son calme, bien que sa voix trahisse la confusion et la nervosité qu'elle ressentait. Henri, voyant la douleur et la méfiance dans les yeux de Marie, sentit son cœur se serrer. L'expression de Marie était un rappel douloureux de l'erreur qu'il avait commise. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il devait essayer. « Marie !» commença Henri, la voix douce et pleine de remords. « Nous devons parler. J'ai commis une erreur terrible et je suis ici pour essayer de la réparer. » Marie ne savait pas comment réagir. Elle regarda Henri, essayant de déchiffrer ce qu'il y avait derrière ces mots. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle, restant à la porte, sans l'inviter à entrer. Henri prit une profonde inspiration, sachant que ce qui allait suivre changerait tout. « Marie, j'ai découvert la vérité sur toi. Et sur ta mère, Hélène ?» En entendant le nom de sa mère, Marie se figea. « Ma mère ? Que savez-vous d'elle ?» Henri acquiesça lentement, réalisant que Marie était plus disposée à l'écouter qu'il ne l'avait espéré. « Hélène a été le grand amour de ma jeunesse. Nous nous aimions, mais ma famille n'a pas permis que nous restions ensemble. Je ne savais pas qu'elle était enceinte quand elle est partie. Marie, tu es ma fille !» Les mots d'Henri tombèrent comme une bombe, laissant Marie sous le choc. Elle recula, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. « Fille ?» répéta-t-elle, l'incrédulité évidente dans sa voix. « Ça ne peut pas être vrai. » Henri fit un pas en avant, prenant soin de ne pas l'effrayer. « Je sais que c'est difficile à croire, Marie, mais c'est la vérité. Jacques Lefebvre, le détective que j'ai engagé, a tout découvert. Ta mère a disparu pour te protéger notre fille. Et moi, je ne savais pas. Je n'ai pas compris. Je t'ai licenciée, je t'ai traitée comme une étrangère, alors qu'en réalité, tu fais partie de moi. » Marie resta silencieuse pendant quelques instants, essayant d'absorber la révélation. Son esprit tournait, et son cœur se divisait entre la douleur du passé et l'espoir d'un avenir différent. Elle s'était toujours demandé qui était son père, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il s'agisse d'Henri Dubois, l'homme qui l'avait renvoyé sans pitié. « Alors, tout ce qui s'est passé, c'était une erreur ?» demanda finalement Marie, la voix basse, encore hésitante. Henri acquiesça, les yeux pleins de regret. « C'était plus qu'une erreur, Marie, c'était une trahison. Une trahison que j'ai commise sans le savoir, mais qui pèse maintenant sur mes épaules. Isabelle a tout manigancé par jalousie, car elle savait qui tu étais, et craignait que je découvre et t'aime comme je t'aime maintenant. » Marie sentit les larmes commencer à couler sur son visage. La douleur, l'humiliation et la solitude qu'elle avait ressentie depuis l'incident commençaient à se dissiper, remplacées par un soulagement inattendu. « Alors, tu sais que je n'ai rien volé ? Je le sais, » dit Henri, la voix ferme. « Et je suis ici pour implorer ton pardon, Marie. Je n'aurais jamais dû douter de toi, jamais laisser Isabelle t'incriminer. Je ne peux pas changer le passé, mais je veux te demander de revenir à la maison. Pas en tant qu'employée, mais en tant que ma fille, comme la Dubois que tu as toujours été et que tu seras toujours. » Marie regarda Henri, encore sous le choc de la révélation, mais ressentant aussi une chaleur dans son cœur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. L'homme devant elle, son père, était clairement plein de remords, et ses paroles semblaient sincères. Mais elle savait qu'accepter son offre ne serait pas facile. Il y avait des blessures qui devaient guérir, en elle et en Camille. « Henri ?» commença Marie, la voix tremblante, « c'est beaucoup à assimiler. J'ai besoin de temps. Du temps pour comprendre tout cela, pour accepter ce que tu dis. » Henri acquiesça, comprenant. « Je sais que ce ne sera pas facile, Marie, mais je te donnerai tout le temps dont tu as besoin. Je veux juste que tu saches que je suis là pour toi, que je veux être le père que je n'ai jamais été. S'il te plaît, envisage de revenir à la maison. Pas seulement pour toi, mais aussi pour Camille, pour qu'elle puisse avoir la famille qu'elle mérite. » Marie baissa les yeux, pensant à sa fille. L'idée que Camille grandisse dans un environnement d'amour et d'acceptation, au lieu de solitude et de pauvreté, était tentante. Et même s'il y avait encore de la douleur, Marie savait que c'était une occasion unique de donner à sa fille ce qu'elle n'avait jamais eu. « Je vais y réfléchir », répondit finalement Marie, levant les yeux pour rencontrer ceux d'Henri. « Mais si je reviens, ce sera à la condition que notre relation se construise progressivement. J'ai besoin de te connaître, et tu as besoin de me connaître, avant que nous puissions être une famille. » Henri sentit une vague de soulagement et d'espoir en entendant les mots de Marie. « C'est tout ce que je demande, Marie. Commençons de nouveau, un pas après l'autre. » Ils se regardèrent longuement,
la distance entre père et fille commençant à se réduire, même lentement. Henri savait qu'il restait encore un long chemin à parcourir, mais il était prêt à le faire, aux côtés de Marie et Camille. Marie, sentant encore le poids de la révélation, acquiesça légèrement. « Je te ferai savoir quand je serai prête. » Henri fit un pas en arrière, respectant l'espace dont Marie avait besoin. « Et merci, Marie, de m'avoir écouté et de m'avoir donné cette chance. » Avec un dernier regard de compréhension mêlé d'espoir et de prudence, Henri se retourna et quitta l'appartement, laissant Marie avec ses pensées. Elle savait que le chemin à venir serait difficile, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'il y avait une chance de reconstruire sa vie, maintenant que la vérité était à ses côtés. Le manoir du bois, qui autrefois était un lieu de douleur et de trahison, pourrait enfin devenir un foyer pour Marie et Camille. Et bien que le processus de réconciliation soit lent et délicat, Marie était prête à essayer, pour elle-même, pour sa fille, et pour l'homme qu'elle savait maintenant être son père. La vie au manoir du bois commença à changer de manière significative après le départ d'Isabelle. L'ambiance, autrefois tendue et marquée par des ombres de secrets et de ressentiments, se remplissait maintenant de nouvelles énergies, alors qu'Henri et Marie commençaient à explorer une relation qui, jusqu'alors, leur était inconnue. Marie, avec Camille à ses côtés, revenait au manoir non plus comme une employée, mais comme une fille, une héritière légitime. Et, pour la première fois, la maison commençait à ressembler à un foyer. Henri, encore en train de s'habituer à la présence de Marie et Camille, se consacrait à chaque instant passé avec elles. Il essayait, avec tout le soin possible, de combler le vide que son absence avait laissé dans la vie de Marie et de créer des liens avec Camille, la petite fille dont il n'avait jamais su l'existence. Peu à peu, l'amour d'Henri pour elles deux fleurissait et il s'efforçait de compenser les années perdues. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes, de petites conversations qui les aidaient à se connaître et la sensation que, finalement, ils formaient la famille qu'ils auraient toujours dû être. Camille, une enfant pleine de curiosité et d'énergie, s'adapta rapidement à sa nouvelle vie au manoir. La présence constante d'Henri apportait un éclat dans ses yeux et elle en vint à l'adorer comme le grand-père attentionné qu'elle avait toujours voulu. Henri, de son côté, trouvait en Camille une joie qu'il avait perdue au fil des ans. Il lui apprenait à se promener dans les vastes jardins, lui montrait les secrets cachés du manoir et lui racontait des histoires sur la famille Dubois. « Grand-père, puis-je jouer dans le jardin aujourd'hui ?» demandait souvent Camille. Et Henri, avec un sourire affectueux, acceptait toujours, prêt à passer plus de temps avec sa petite fille. Marie observait ces interactions avec un mélange de soulagement et d'espoir. Voir Camille recevoir l'amour et l'attention d'Henri, quelque chose qu'elle-même n'avait jamais eu, réchauffait son cœur et lui donnait le courage nécessaire pour continuer le processus de guérison et de réconciliation. Il y avait encore de la douleur, il y avait encore des souvenirs difficiles à effacer, mais les efforts d'Henri pour construire une nouvelle vie ensemble étaient visibles et sincères. Les changements au manoir étaient notables. Les employés, qui auparavant regardaient Marie avec la déférence réservée aux employés de longue date, la traitaient désormais avec le respect dû à la fille du maître. Marie, pour sa part, se sentait encore un peu déplacée, comme si elle n'appartenait pas totalement à ce nouveau rôle. Mais, peu à peu, elle commençait à accepter sa nouvelle position, essayant de trouver un équilibre entre son identité de mère et son nouveau rôle de fille d'Henri. Les jours au manoir devenaient plus légers, mais Henri et Marie savaient que le passé était encore présent, comme un fantôme qui insistait pour les hanter. L'absence d'Isabelle était ressentie, non comme une perte, mais comme un rappel de la proximité de leur destruction par ses actions. Henri se retrouvait souvent à penser à Isabelle, non avec nostalgie, mais avec une mélancolie inévitable. L'amour qu'il avait autrefois ressenti pour elle avait été rongé par la trahison, et la douleur d'avoir été trahi par la femme avec qui il avait partagé tant d'années était encore présente. Il savait qu'à un moment donné, il devrait affronter les sentiments qu'Isabelle avait laissés derrière elle, mais pour l'instant, il se concentrait sur la construction de quelque chose de nouveau avec Marie et Camille. Marie ressentait également le poids du passé. Bien qu'elle soit reconnaissante d'avoir trouvé son père et d'offrir une meilleure vie à Camille, elle savait que les dégâts causés par Isabelle ne disparaîtraient pas si facilement. Il y avait des moments où elle se surprenait à revivre les accusations, l'humiliation, et plus que tout, la douleur d'avoir été rejetée par son propre père, même temporairement. Mais, de plus en plus, ses souvenirs étaient remplacés par de nouveaux, plus positifs, qu'elle créait aux côtés d'Henri. Un soir, alors que Marie mettait Camille au lit,
Henri frappa doucement à la porte de la chambre de la petite. « Puis-je entrer » demanda-t-il, hésitant. « Bien sûr, papa » répondit Marie, s'habituant encore à l'appeler ainsi. Henri entra dans la chambre, s'asseyant à côté de Marie sur le lit de Camille. « Elle dort » dit-il, en observant le visage serein de sa petite fille. Marie acquiesça, souriant. « Elle s'est bien adaptée. C'est un grand soulagement pour moi. »« C'est grâce à toi » dit Henri, en regardant Marie dans les yeux. « As-tu la élevée avec tant d'amour, même dans les circonstances les plus difficiles ? Je suis fière de toi, Marie. » Les mots d'Henri touchèrent profondément Marie. Elle ne put empêcher une larme solitaire de glisser sur son visage. « Merci, papa, » dit-elle, la voix étranglée par les émotions. « Je voulais seulement que Camille ait ce que je n'ai jamais eu. » Henri l'enveloppa dans une étreinte affectueuse. « Et maintenant, elle l'a. Et toi aussi ?» Alors qu'ils s'embrassaient, tous deux savaient que le chemin à venir serait encore parsemé d'obstacles. Le processus de guérison et de construction d'une nouvelle vie ne serait pas facile, mais, pour la première fois, tous deux étaient prêts à affronter les défis ensemble. Le manoir du bois, qui autrefois symbolisait le pouvoir et l'opulence, commençait à se transformer en un lieu d'amour et de réconciliation. Mais Henri et Marie savaient que, pour continuer d'avancer, ils devraient affronter les fantômes du passé, faire face aux conséquences des actions d'Isabelle et, surtout, apprendre à se faire confiance en tant que père et fille. La nouvelle vie qu'ils étaient en train de construire était fragile, mais pleine de potentiel. Et, avec le temps, Henri espérait que cette nouvelle vie serait suffisante pour guérir toutes les blessures et construire une famille véritablement unie. Les jours au manoir du bois commencèrent à se remplir de lumière et d'espoir, à mesure qu'Henri, Marie et Camille faisaient leurs premiers pas vers une vie renouvelée. Ce qui autrefois était un lieu marqué par des mensonges, des trahisons et de la douleur, se transformait maintenant en un refuge d'amour, où la vérité et la justice finissaient par triompher. Henri, déterminé à tenir la promesse qu'il s'était faite, consacrait chaque moment à protéger sa fille et sa petite-fille. Il savait que le passé ne pouvait être effacé, mais il était tout aussi certain que l'avenir était encore un livre blanc, prêt à être rempli de nouveaux souvenirs, cette fois empreint d'amour et de bonheur. Marie, pour sa part, commençait à trouver la paix dans sa nouvelle vie. La blessure de la trahison existait encore, mais l'amour et le dévouement d'Henri contribuaient à la cicatriser lentement. Chaque geste de tendresse de son père, chaque moment qu'ils passaient ensemble en tant que famille, était une nouvelle page de son histoire, une qu'elle n'aurait jamais pensé pouvoir vivre. Camille, avec son énergie contagieuse et son innocence enfantine, était devenue le lien qui unissait Henri et Marie encore plus. Elle courait dans les jardins du manoir, désormais transformée en un lieu de jeu et de rire, tandis qu'Henri et Marie la regardaient avec des sourires de contentement. La joie de Camille reflétait la paix qui commençait à régner dans le cœur de chacun. Un après-midi ensoleillé, Henri appela Marie pour une conversation dans le jardin. Ils s'assirent sur un banc de pierre à l'ombre d'un vieil arbre, où la douce brise estivale apportait une sensation de calme et de renouveau. « Marie » commença Henri en lui prenant la main, « je ne peux exprimer combien je regrette tout ce que tu as traversé et d'avoir été absent si longtemps. Mais je veux que tu saches que je suis là maintenant et que rien ni personne ne nous séparera plus jamais. » Marie serra la main d'Henri, sentant la sincérité dans ses paroles. « Je te crois, papa. Je sais que nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons construire un avenir meilleur. Pour nous et pour Camille. » Henri sourit, ressentant une vague de soulagement et de bonheur. « Exactement. Je veux que ce manoir, qui fut autrefois le théâtre de tant de douleurs, devienne maintenant un foyer où nous pourrons être heureux, où Camille pourra grandir entourée d'amour et où tu pourras enfin avoir la vie que tu mérites. » Ils restèrent silencieux un moment, profitant de la tranquillité du jardin, tandis que Camille jouait au loin. L'avenir semblait plus brillant que jamais, plein de possibilités et de promesses de jours meilleurs. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que nous ferons ensuite, » continua Henri, ses yeux brillants de détermination. « Je veux que nous fassions plus que simplement vivre dans le passé. Nous allons reconstruire le manoir, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Je veux que cet endroit devienne un symbole d'espoir, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui entreront ici. » Marie regarda son père, réalisant à quel point il avait changé. L'homme sévère qu'elle avait connu lorsqu'elle avait commencé à travailler au manoir semblait avoir laissé place à quelqu'un de plus humain, plus compatissant, prêt à se battre pour sa famille. « J'adorerais ça, papa », répondit Marie avec un sourire sincère. « Faisons de cet endroit un véritable foyer,
où Camille pourra grandir en sécurité et entourée d'amour, et où nous pourrons rattraper le temps perdu, ensemble. Henri acquiesça, sentant qu'enfin, ils étaient sur la bonne voie. Et toi, Marie, que souhaites-tu pour l'avenir? Marie réfléchit un moment avant de répondre. Je veux continuer à être une bonne mère pour Camille. Je veux en apprendre davantage sur ma mère, Hélène, et honorer sa mémoire. Et par-dessus tout, je veux que nous trouvions tous la paix et le bonheur que nous méritons. Henri sourit, touché par les paroles de Marie. Tu auras tout cela, ma fille, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que tu ne passes plus jamais par ce que tu as enduré. Dans les jours qui suivirent, le manoir du Bois subit une transformation, non seulement dans sa structure physique, mais dans son essence. Henri et Marie travaillèrent ensemble pour rénover les pièces, les remplissant de vie et de chaleur. Les salons qui autrefois abritaient des secrets étaient désormais remplis de rires et de conversations animées. Les jardins, autrefois solitaires, fleurissaient avec les jeux de Camille et la présence de nouveaux amis et invités venus partager des moments heureux. Chaque jour, Henri, Marie et Camille créaient de nouveaux souvenirs, laissant le passé derrière eux et embrassant l'avenir qu'ils construisaient ensemble. La relation entre père et fille, qui avait commencé au milieu de tant d'incertitudes, se renforçait maintenant à chaque instant. Henri jouant le rôle de père et de grand-père avec une dévotion et un amour inébranlables. Finalement, le manoir du Bois était devenu le foyer qu'ils méritaient tous. Un endroit où l'amour avait triomphé de la trahison, où la vérité avait prévalu sur les mensonges, et où une nouvelle famille épanouissait, libérée des ombres du passé. Et ainsi, tandis que le soleil se couchait sur les jardins du manoir, Henri, Marie et Camille s'assirent ensemble, appréciant la douce lumière du crépuscule. L'avenir, autrefois incertain et menaçant, semblait maintenant plus prometteur que jamais. Ensemble, ils savaient qu'ils pouvaient affronter n'importe quel défi, et qu'enfin, ils étaient là où ils devaient toujours être, unis comme une véritable famille. Leur histoire, marquée par tant de difficultés, arrivait à un nouveau départ. Et avec le cœur plein d'espoir, ils se préparaient à écrire les prochains chapitres de leur vie. Certains que, cette fois, ils seraient remplis d'amour, de paix et de bonheur.